Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Aujourd'hui, c'est une nouveauté parce que ce n'est pas moi qui vais mener l'entretien. Je confie en effet le micro à un ancien invité du podcast. Il s'agit de Pierre Mananti. Bonjour Pierre. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Pierre, nous nous étions entretenus lors de la parution de tes 3 précédents livres. Je vais les citer rapidement. C'était Histoire du gaullisme social chez Perrin, la biographie d'Albin Chalandon chez Perrin et les barons du gaullisme chez Passé Composé. Et donc, en tant que spécialiste de l'histoire politique du second XXe siècle et du gaullisme en France, tu étais à mes yeux la personne idoine pour recevoir notre invité, Éric Branca. Bonjour Éric. Bonsoir, merci de votre invitation. Je vous en prie. Donc vous êtes historien et journaliste. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. Je cite Les entretiens oubliés d'Hitler, L'Aigle et le Léopard, et sur le général de Gaulle, L'ami américain, Washington contre de Gaulle et les Grands. Tout ça aux éditions Perrin. Et vous publiez actuellement un nouveau livre chez Perrin qui s'intitule La République des imposteurs, chronique indiscrète de la France d'après-guerre, 1944-1954, qui va, on va le voir, explorer une face sombre de la Quatrième République. Et maintenant que les présentations sont faites, je vous laisse en compagnie de Pierre Mananti pour l'entretien. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction, cher Hassan. Et puis bonsoir Eric Branca. Merci de répondre à nos questions pour les auditeurs qui ont, comme nous, envie d'en savoir plus sur cette République des imposteurs. Alors, vous venez de publier, Hassan l'a rappelé il y a quelques instants, une histoire des coulisses de la Quatrième République, mais aussi des figures de l'ombre. Et vous débutez ce livre par un clin d'œil à un film que j'ai beaucoup apprécié, Un héros très discret de Jacques Audiard, dans lequel le personnage principal, le mythomane, s'invente une carrière de résistant. Pourquoi justement faire ce livre aujourd'hui sur des personnalités troubles, discutables, mythomanes pour certaines, alors que l'époque est à la commémoration du 80e anniversaire de la Libération? Et quel est l'intérêt aujourd'hui en 2024 de s'intéresser à ces personnalités ambiguës, pour ne pas dire trompeuses? Alors, il y a beaucoup de questions dans la vôtre. Il y a plusieurs aspects. En fait, ce livre sort maintenant, c'est un peu par hasard, car je me suis passionné pour cette période que je connaissais un peu, mais peut-être moins que vous. Il y a 3 ou 4 ans, après avoir vu le film dont vous parlez, Un héros très discret avec Kassovitz, film absolument extraordinaire, mais qui m'est apparu très vite en deçà de la réalité. C'est-à-dire que la réalité dépassait la fiction. Pourquoi? Parce que au même moment, quand je découvre ce film, je le découvre avec retard. Je le découvre aux alentours de 2020-2021, alors qu'il est de 96, si je ne me trompe. Je travaille à la Fondation Charles de Gaulle sur des archives qui appartenaient à Jacques Foccart. Jacques Foccart, tout le monde le connaît, il était le fondateur de la France-Afrique, il a été le conseiller du général pour les affaires africaines, etc. Et un peu patron des services secrets in partibus, sans qu'on le dise, mais c'était ça, son vrai rôle. Mais on sait moins qu'il a été, dans les années 40 et 50, à l'époque du Rassemblement du peuple français, à l'époque du RPF, on sait moins qu'il a été très proche du général et un homme très important au RPF. C'était un homme de renseignement qui collectionnait les dossiers et il passait beaucoup de temps quand il ne s'occupait pas du financement de ce parti, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le financement des partis politiques. Il fallait chercher de l'argent là où il y en avait. Il fallait demander à d'anciens résistants, des chefs d'entreprise patriotes, etc. Mais en plus de cela, il s'occupait de trier, vraiment de faire le tri pour éviter que des personnages troubles, en cette grande époque d'anticommunisme, où d'anciens collaborateurs auraient pu être tentés de rallier le RPF, il s'efforçait de leur barrer la route. Et il avait des dossiers sur des personnalités importantes de la quatrième, et je suis tombé sur ces dossiers. Et des dossiers de gens auxquels il avait fermé la porte. Parce qu'il disait, c'est pas possible que le parti de la résistance, le parti du général, accueille des gens pareils. Et je suis tombé sur des choses absolument stupéfiantes. Et comme j'avais vu ce film, j'avais découvert ce film vraiment très peu de temps avant, je me suis dit, mais il faut absolument raconter ça parce que la réalité
dépasse la fiction. Voilà comment ça s'est passé. Donc l'idée que ça paraisse au moment de la commémoration de la Libération ne me m'était absolument étrangère, si vous voulez. C'est vraiment une coïncidence. 15 ans de calendrier, oui. Et à vous écouter, c'est vrai on découvre et on parcourt le livre non seulement pour la grande histoire, mais aussi pour tous ces petits destins individuels que vous racontez avec brio. On est presque étonné que la fin de la guerre ait laissé s'échapper des reîtres, des libérateurs et des résistants, autant de personnages troubles. Vous évoquez d'ailleurs dans le livre le phénomène de l'épuration, à la fois son ampleur, mais aussi ce qu'on a appelé le retour à la légalité républicaine, le moment où on passe d'une épuration sauvage, où les résistants règlent leur compte, à une épuration encadrée, institutionnelle. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu pour nos éditeurs sur cette période, justement, ce moment trouble de l'épuration? Voilà, vous avez parlé de règlement de compte. C'est vrai, il y a eu beaucoup de règlements de compte. Le général de Gaulle en parle d'ailleurs dans ses mémoires de guerre. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus dramatique qui a été la récupération de certains faits divers qui n'avaient rien à voir, mais rien à voir avec la résistance, ni même avec l'épuration sauvage, récupération qui a été faite par des nostalgiques de Vichy et de la collaboration. Il y a eu, entre le débarquement, disons, et le retour du général de Gaulle à Paris, fin août, en gros, même le mois de septembre, là au moment où il désarme les milices communistes, il y a eu 3 mois de grand désordre dans ce pays, avec des règlements de compte personnels, mais avec des phénomènes d'authentique banditisme qui n'avaient rien à voir avec la résistance, et même avec la résistance la plus brutale. Même les communistes dont je parle et qui ont commis des actes tout à fait répréhensibles, il y avait encore un peu de politique derrière. Alors que le banditisme que j'évoque, c'est le phénomène qu'on a appelé celui des maquis noirs, c'est-à-dire de faux maquis, qui étaient des maquis qu'on peut comparer à ce qu'ont été les grandes compagnies ou les chauffeurs au XIXe siècle. Ça a prospéré en gros pendant tout l'été de 1944, et ça n'avait rien à voir avec la résistance. Et Vichy, enfin les nostalgiques de Vichy et de la collaboration ont eu le beau jeu d'assimiler les deux phénomènes. Un exemple qui est très peu connu, il y a un auteur qui en a parlé avant moi, qui a même fait un livre passionnant, qui s'appelle Fabrice Grenard, qui a fait un livre sur les maquis noirs. Et il fait allusion à un personnage qui s'appelle Lecause et qui avait créé véritablement un faux maquis en Indre-et-Loire, qui a d'ailleurs rayonné sur tous les pays de Loire en général, mais enfin il était surtout basé en Indre-et-Loire. Et ce personnage qui s'est fait passer pour un résistant, il a effectivement commis quelques faits de résistance, mais vraiment à la 25e heure, si j'ose dire, mais était en fait un repris de justice avant-guerre, qui avait été récupéré, tenez-vous bien, par la Gestapo, qu'il avait utilisé pour infiltrer les maquis. Donc c'était un collaborateur des Allemands, un personnage qui était vraiment un homme de saquet de cordes, et qui, comme il ne pouvait pas s'empêcher de voler, avait fini par voler les Allemands eux-mêmes. Il avait trouvé un coffre-fort ouvert dans une commandanture, il l'avait volé. Du coup, il avait été poursuivi par la Gestapo, et au mois de mai-juin 44, eh bien, il se recrée une virginité en disant qu'il est poursuivi pour fait de résistance, alors qu'il est simplement poursuivi parce qu'il a volé les Allemands après avoir infiltré les maquis pour leur propre compte. Donc, ce personnage épouvantable va se faire passer pour un résistant, va piller des châteaux, va tuer plusieurs dizaines de personnes dont le seul tort était d'avoir un peu d'argent, et il sera désarmé, traduit en justice et exécuté grâce à quelqu'un que vous connaissez bien, Pierre Mananti, qui s'appelait Michel Debré, qui était commissaire de la République à Angers pour les Pays de Loire. Et c'est grâce à Debré et grâce à la résistance que ce personnage a été arrêté. Mais quand vous lisez la presse pétiniste, ou en tout cas ce qu'il en est resté, qui n'a pas été interdite, mais enfin qui a quand même prospéré sous la 4e République, on le présente comme un résistant. Ça n'avait rien à voir avec la résistance. C'était un authentique bandit. D'ailleurs, il a été fusillé en 1945 pour ses crimes. Donc voilà, une période très trouble qui commence bien avant le débarquement, à partir de mai 44, et qui s'achève, je dirais, à l'automne 44, quand De Gaulle reprend les choses en main, nomme les commissaires de la République, quand l'administration de la justice redevient normale, et à ce moment-là,
ces choses-là vont s'arrêter, mais il y a vraiment 3 mois épouvantables. Et ce qu'on appelle l'épuration sauvage, alors c'est vrai qu'il y a une épuration sauvage politique, mais c'est essentiellement le fait de bandits de grand chemin. Alors c'est vrai on est rassuré presque à vous écouter que certains de ces bandits de grand chemin soient arrêtés et en même temps quand on vous lit, on découvre aussi qu'il y a d'authentiques collabos qui se font passer pour résistants et qui arrivent à passer entre les gouttes. Et moi j'ai découvert en vous lisant le cas de collaborateurs qui est carrément devenu député, un certain Jacques Tacquenay qui, sous votre contrôle, se faisait passer sous le pseudonyme de Jacques Ducreux, qui est devenu député radical des Vosges en 1951. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce cas quand même incroyable, un personnage qui, sous pseudonyme, parvient à être élu député et à cacher son passé de collaborateur? Alors, celui-là, c'est tout à fait incroyable. Il y en a 2 ou 3 autres, mais celui-là, c'est finalement le seul député qui se soit fait élire sous une fausse identité. Sur la base de l'Assemblée nationale, vous avez plusieurs milliers de notices biographiques, hein, depuis la Convention jusqu'à nos jours. Et il y en a qu'un qui a une ligne, c'est lui. Il y a pas de biographie puisque c'est un escroc. Alors, ce Tacquenay a commencé dans la vie comme journaliste. Il était pendant la guerre l'un des correspondants de la pire agence de presse de la collaboration qui soit, qui s'appelait Interfrance et qui, non content de diffuser la propagande des Allemands, il était en plus un agent du SD, c'est-à-dire les services de renseignement de la SS. Et il dénonçait tout le monde, les résistants bien évidemment, qu'ils pouvaient connaître, les gaullistes, mais même le gouvernement de Vichy, parce qu'il trouvait qu'ils n'étaient pas assez engagés encore. Donc vous voyez le personnage. Quand il sent le vent tourner, il passe à Alger en 1900, après le débarquement d'Afrique du Nord en novembre 1942, et là il se fait reconnaître tout de même, et il est arrêté. Et puis il réussit à s'échapper, il disparaît, et il réapparaît avec 20 kilos de plus. C'est important parce qu'on ne le reconnaît pas du coup. Et il réapparaît avec 20 kilos de plus, il s'inscrit au Parti radical, il se fait élire aux élections législatives de 1951, la fameuse élection des apparentements, qui a coûté très cher au RPF. Et quelques mois plus tard, début 52, sa voiture dérape sur une plaque de verglas, il a un accident très grave, il meurt, et les gendarmes découvrent dans sa serviette pas mal d'argent liquide, et puis un jeu de faux papiers, de faux passeports. Et on se rend compte qu'il ne s'était jamais appelé Ducreux, mais qu'il s'appelait Tacquenay. Il avait repris le nom de sa mère, et il avait changé le prénom. Voilà, c'est un fait absolument unique, mais il y en a d'autres. Celui-ci est spectaculaire parce c'est un parlementaire, et qu'en plus, quand on regarde ses documents de campagne, il a fait campagne législative pour la probité. Donc Ça ne manque pas d'air. ça manque pas d'air. Mais il y a des personnages encore plus étonnants parce que eux sont vraiment passés à travers les gouttes sans avoir à changer d'identité. Alors ça, je pense notamment à Roger Perret. Je ne veux pas anticiper sur vos questions, mais qui a été le héros de l'affaire des généraux et qui lui est un personnage qui n'a jamais changé d'identité. Eh ben justement, je voyais, vous faites la parfaite liaison, c'était ma question suivante. Je partage juste avec vous une anecdote puisque découvrant le cas de ce Jacques Tacquenay, Jacques Ducreux, en vous lisant, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'à la suite de cette affaire, l'Assemblée nationale avait pris la décision de désormais demander systématiquement un extrait d'acte de naissance aux députés lorsqu'ils entraient à l'Assemblée, ce qui n'était pas le cas avant cette affaire qui a bouleversé les habitudes de la chambre basse du Parlement. Vous Donc me l'apprenez, j'ai ignoré. j'ai découvert ça il y a quelques jours sur le site de l'Assemblée nationale justement qui évoquait ce changement de procédure. Alors c'est vrai que votre chronique indiscrète des années d'après-guerre et c'est son sous-titre évoque ces personnages et on en a évoqué quelques-uns. On pourrait vous écouter et vous lire à travers tous ces portraits, mais vous étudiez aussi dans votre livre les grands scandales de la quatrième qui l'ont miné, qui l'ont vérolé et qui, c'est la conclusion que je spoil, je divulgage en bon français pour ceux qui nous écoutent, mais qu'on connaît tous, cette quatrième va s'effondrer et parce elle est pourrie de l'intérieur. Et vous revenez notamment sur cette affaire des généraux, vous venez d'évoquer il y a quelques instants, lorsqu'on découvre en septembre 1949 que des militants indochinois du Viet Minh se sont procuré un rapport secret, le rapport Revers. Et là, la République est sur le point d'exploser. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est
ce rapport? Qui sont ces Indochinois qui ont mis la main dessus et pourquoi est-ce que cette affaire Reverse est sur le point de dynamiter la République? Alors qui est Reverse d'abord? C'est un militaire très ambitieux, qui a été, à Alger, avec, Darlan, avec Giraud et puis qui s'est rallié à De Gaulle, mais bon, qui s'est pas compromis, plus que cela, voilà et il est rentré dans la résistance sur le tard, il a fait une belle résistance, on peut pas lui enlever ça. Mais c'est un ambitieux qui rêve de devenir, d'abord d'avoir sa 5e étoile, qu'il n'a pas, et puis de devenir chef d'état-major des armées. Et il a besoin pour cela d'un agent d'influence. Et il en trouve un en la personne d'un des personnages les plus interlopes de la 4e République, qui s'appelle Roger Perret. Comment le connaît-il? On pense qu'il le connaît par des loges maçonniques, car ils sont tous les deux francs-maçons. Mais il aurait pu tout de même se renseigner davantage sur le personnage. Car quand on se renseigne un peu, et la DST de l'époque s'était renseignée sur lui, on découvre qu'il avait été avant la guerre un repris de justice, il avait fait 4 faillites frauduleuses qui avaient valu la prison, il avait adhéré fin 40, début 41 au PPF de Jacques Doriot, il avait adhéré à la milice, et pour joindre, si j'ose dire, l'utile à l'idéologique, il avait gagné beaucoup d'argent en devenant le fournisseur des uniformes de la milice. Il était négociant en tissu et il fournissait la milice. Donc il gagnait beaucoup d'argent avec la milice. Il traque des résistants aux côtés de personnages peu recommandables dans le sud-ouest. Il a vraiment tout pour plaire. Et puis en 44, changement de décor, il négocie auprès de la sécurité militaire une certaine immunité en balançant ses anciens amis miliciens. Il en fait arrêter certains. Du coup, alors il est inculpé, il y a une enquête, mais il n'est pas arrêté. Son dossier disparaît bizarrement des archives du palais de justice de Toulouse, et on le retrouve agent d'influence de ce général Reverse. Il devient son agent d'influence en le promouvant dans la classe politique, parmi les ministres, les députés, les sénateurs, les conseillers de la République, disait-on à l'époque. Et pour être agent d'influence, il faut payer les gens. Comment les paye-t-il? Reverse n'a pas d'argent. Le général Mast, autre militaire qu'il promeut aussi pour qu'il devienne haut commissaire en Indochine, n'est pas riche. Donc, il se procure de l'argent à sa manière. Et donc, il soutire au général Revers un rapport extrêmement stratégique que Revers rédige au retour d'une inspection en Indochine. Et ce rapport donne toutes les positions du corps expéditionnaire français en Indochine. Donc c'est un rapport qui est classé secret défense, qui est tiré à moins de 50 exemplaires, polycopié à moins de 50 exemplaires, numéroté, enfin on prend toutes les précautions d'usage. Et ce rapport va se retrouver entre les mains d'étudiants indo-chinois. C'est comme ça que ça se passe. Ces étudiants indo-chinois sont mêlés à une rixe dans l'autobus, une serviette est renversée et ce rapport secret défense se répand partout. Ça va évidemment à la police, ça remonte jusqu'à la DST, et là on se rend compte qu'il y a une dizaine de rapports reverses qui viennent tous de la même source, de ce personnage, et qui ont été distribués à diverses officines. Parmi celles-ci, il n'y a pas que les communistes indo-chinois, il y a les communistes chinois, il y a les soviétiques, et il y a même les Américains, qui, je vous le rappelle, à l'époque, attendent que nous soyons expulsés d'Indochine pour prendre notre place. Et ce personnage s'est donc fait payer très cher, et avec cet argent, a payé des députés et des ministres. On finit par l'arrêter, on découvre un petit carnet qui est une suite d'aveux, puisque devant chaque nom de ministre ou de député, il y a la somme qui leur a été versée. Donc c'est un scandale absolument considérable. Et que croyez-vous qu'il advint? Eh bien, le nommé Perret prend la fuite. Il ne fait pas de prison. Il est mis en examen, enfin inculpé, disait-on. On ne dit pas mis en examen. Il est inculpé. Il est laissé en liberté. Il prend l'avion pour l'Amérique du Sud et il disparaît. On pense qu'il meurt dans les années 60. Et toutes les personnalités politiques nommées dans les petits carnets de Monsieur Perret sont soit bénéficient d'un don-lieu, soit on abandonne les poursuites. Voilà, c'est
tout à fait extraordinaire. Et ça, évidemment, ça contribue à la perte de crédit considérable du personnel politique de l'époque, après d'autres scandales dont je parle moins parce qu'ils sont beaucoup plus connus, le scandale des vins, le scandale des piastres, etc., etc. Mais ça, c'est quand même le summum. Alors justement, vous évoquez à la fois cette incompréhension du public et puis cette colère qui peut jaillir des observateurs de la période, corruption de ministres, de hauts fonctionnaires, recyclage d'anciens collabos. On sent bien que le pays est en train de bouillir aux deux extrêmes, d'un côté les communistes, de l'autre les gaullistes, et puis cette peur de l'insurrection finalement permanente, elle nourrit aussi des deux côtés des gens qui se regardent, qui ont peur que l'autre s'empare avant eux du pays. Et vous évoquez dans le livre l'affaire du Plan Bleu, ou Oui. comment des anticommunistes alliés à quelques anciens collabos, bref, un espèce d'aéropage tout particulier fomente ce qui pourrait s'apparenter à un coup d'État. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Plan Bleu et de comment il s'inscrit dans toute cette dynamique? À l'époque, vous l'avez très bien dit, tout le monde a peur de tout le monde. Les communistes ont peur d'être interdits et tout ce qui n'est pas communiste craint un coup d'État ou en tout cas une sédition communiste. C'est l'époque des grandes grèves de 1947-48, c'est l'époque où, comme le dit le général de Gaulle, l'armée rouge est à 2 étapes du Tour de France de Strasbourg. Tout ça crée un climat absolument délétère. Et on parle aujourd'hui beaucoup de complotisme. Alors il y a certainement des complotistes aujourd'hui, mais je crois qu'il y en avait davantage encore dans les années 40 et 50, car tout le monde voyait des complots partout. Alors il y avait de vrais complots, il y en a eu quelques-uns, et puis il y avait aussi des faux complots montés de toutes pièces qu'on créditait à ses adversaires pour les diaboliser. Alors l'histoire du Plan Bleu, c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire finalement d'escrocs, de gens qui voulaient soutirer de l'argent à la fois au patronat et au service secret américain pour lutter contre les communistes, et qui ont embringué dans leur affaire, ayant récupéré quelques fonds, des naïfs. Alors ils sont tombés sur un obligeau breton du nom de Vulpian qui avait été lui aussi un peu résistant sur le tard, mais avant ça qui était pétiniste, finalement comme beaucoup de Français, et auquel on avait fait croire que la France était menacée, qu'on n'attendait que lui pour redresser la barre, et que même il pourrait devenir le premier ministre du général de Gaulle, car on mettait de Gaulle en avant, en expliquant que de Gaulle était évidemment la solution, mais que finalement il faudrait des gens musclés autour de lui. Et alors, ce Vulpian, qui était vraiment un honnête homme, enfin qui n'avait rien qui n'a pas gagné d'argent là-dedans, il en a peut-être même perdu, s'est fait prendre en main par une série d'aigrefins, d'escrocs professionnels, et puis des gens beaucoup moins, encore plus noirs que cela, d'anciens collabos qui voulaient également se racheter et qui s'étaient vendus au service secret américain. Et ils ont, pourquoi dit-on le Plan Bleu? Parce que ils avaient vendu à ce Vulpian un scénario de prise du pouvoir que la police a trouvé dans une chemise de carton bleu cachée dans le château du comte de Vulpian. Et cette affaire, il devait y avoir à peu près 30 personnes au grand maximum impliquées dedans. Donc ça n'avait rien d'un coup d'État. C'était une bande d'escrocs qui avait soutiré de l'argent, quelques collabos qui voulaient se recycler et un ou deux malheureux naïfs. Et quand le gouvernement Ramadier, socialiste, est prévenu par la police qu'on a démantelé cette bande qui n'est rien d'autre qu'une bande de pieds nickelés, eh bien, il se saisit de l'affaire pour essayer de montrer que les gaullistes sont dedans. Et alors, il y a 2 ou 3 noms qui sortent, notamment un général de gendarmerie qui avait été plus ou moins contacté par eux, qui s'était rendu compte que c'était, comme je le disais, des pieds nickelés, donc il y avait évidemment pour rien là-dedans. Et le ministre de l'Intérieur fait une conférence de presse, réunit le bon et l'arrière-ban de la presse française et étrangère et explique qu'un complot était démantelé pour renverser la République. Il n'y a pas l'ombre d'un commencement de réalisation, si ce n'est, je vous dis, des gens qui d'ailleurs vont passer en correctionnel. Quand vous attentez à la sécurité de l'État, vous passez pas en correctionnel.
vous passez en cour d'assises. Il n'y a pas encore la cour de sûreté de l'État à l'époque, mais vous passez au moins en cour d'assises. Or, la preuve qu'il n'y avait rien derrière ce complot, c'est que ces gens vont devoir, pour certains, rembourser les sommes qu'ils ont soutirées à leurs commanditaires, puis pour d'autres, ils seront même acquittés et ils passent en correctionnel. Et le plan bleu a fait vraiment trembler la République. Puis il y a un autre complot, alors qui lui est un vrai complot, qui n'est pas non plus allé très loin, où vous trouvez la même sorte de gens, mais là qui a été un peu plus sérieux. On l'a appelé le complot de la Pentecôte. Alors ça, c'est l'année suivante, c'est 1950, et c'est une affaire en fait de services secrets américains qui ont mis sur pied, à partir de 1947, ce qu'on a appelé les Stay Behind, c'est-à-dire des groupes clandestins. C'est tout à fait connu, hein, ils ont été dissous après la chute du mur de Berlin. C'était des gens qui étaient destinés finalement à arrêter une invasion soviétique si elle avait eu lieu, et il y avait des caches d'armes, etc. Et en cas d'invasion soviétique, ils étaient un peu organisés en maquis, comme du temps de la résistance. On trouve d'ailleurs d'anciens résistants de droite là-dedans, mais d'anciens résistants, on trouve assez peu de collabos là du coup, mais des gens un peu aventuriers. En plus, ils sont bien payés par les Américains, etc. Et donc, le ministre de l'Intérieur, Jules Mock, est au courant, ça se fait avec son accord. Et puis, il y a des gens là-dedans qui dérapent, c'est-à-dire qui pensent, ils se croient investis d'une mission. Alors très vite, évidemment, leurs commanditaires vont prendre peur, vont se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils mobilisent des troupes. Alors en fait, de troupes, il y a 5 autocars qui convergent vers Paris avec dans chacun moins de 5 personnes. Et quand la police va être au courant de tout ça, ils vont évidemment être arrêtés. Mais là, c'est moins anecdotique que l'affaire du Plan Bleu, parce qu'il y avait un début de mise sur pied de milices parallèles, qui étaient vraiment en rapport avec les Américains. Voilà, c'est 2 exemples que je donne de vrais complots et de faux complots et d'une atmosphère vraiment complotiste. Alors c'est vrai qu'ils sont emblématiques de cette période et quand on vous écoute entre, collabos recyclés, maquis noirs qui cachent du banditisme, compromission de militaires, finalement il resterait presque plus que la police. Mais même là, vous l'évoquez dans votre livre et c'est la dernière affaire que je voudrais évoquer avec vous et qui fait trembler cette République des imposteurs, c'est l'affaire des diamants de la Begum, l'épouse de l'Aga Khan, qui se fait dérober ses bijoux à Cannes en 1949, si je ne m'abuse. Et au moment du procès, le directeur de la police judiciaire, un certain monsieur Valentin, fait scandale en accusant son supérieur, Pierre Berthaud, qui est le directeur de la police nationale, d'être l'organisateur de ce vol. Racontez-nous cette histoire qui là, pour le coup, montre la corruption au sein même de la police. La corruption, c'est beaucoup dire, parce que Pierre Berthaud, je le défends dans mon livre, est un type absolument intègre, mais qui avait des mauvaises fréquentations. Lui aussi travaillait en liaison avec les Américains pour mettre au point des réseaux en cas de sédition communiste, etc. Et il avait besoin d'argent qui ne proviennent pas seulement des fonds secrets. Les fonds secrets étaient importants à l'époque, mais moins que sur la Cinquième, moins qu'aujourd'hui. Et les grands flics avaient beaucoup de moyens pour trouver de l'argent utilisable. Et Pierre Berthaud était devenu l'ami. Alors Pierre Berthaud, très grand résistant, authentique, type très courageux, brillantissime, rien à voir avec le milieu, agrégé d'allemand, docteur en allemand, fondateur de l'Institut allemand de la Sorbonne, agrégé normalien, ancien directeur de cabinet de Jean Zay avant la guerre, très grand résistant, et il devient en 1944 commissaire de la République à Toulouse. Il met fin d'ailleurs à une épuration sauvage menée par les communistes. C'est un type hautement respectable. Mais il est arrêté pendant la guerre, il fait de la prison, il s'évade et en prison, il rencontre un personnage qui s'appelle Leca, qui est un truand corse, et il devient son ami. Il devient son ami parce qu'ils sont connus en prison et que finalement, pour ce très haut fonctionnaire universitaire, la prison, c'est un univers compliqué à comprendre, compliqué à supporter, et le truand qui lui avait plusieurs années de bagne derrière lui apprend le code de la route, si vous voulez. Et donc, il reste très ami. Et lorsque, en 1949, a lieu l'affaire des bijoux de la Begum, le patron de la PJ, qui s'appelle Valentin,
très grand résistant lui aussi, moins connu, mais un type absolument impeccable, prend l'affaire en main et puis se rend compte que très vite, il identifie, parce qu'il a été en poste sur la Côte d'Azur avant-guerre, et il identifie le réseau, il identifie la bande de truands, c'est-à-dire des Corses essentiellement, et il se rend compte au fil de son enquête que ce qui aurait dû être très facile devient très compliqué parce qu'on lui met des bâtons dans les roues, parce que et il s'aperçoit que c'est son chef direct, le patron de la sûreté, Pierre Berthaud, que je viens de décrire, lui met des bâtons dans les roues. Et il se rend compte surtout que le cas qu'il soupçonne et qui s'avère être l'un des auteurs du hold-up, ils sont très très liés et ils ne cessent pas de se voir. Et donc, il déboule dans le bureau de son chef et il lui dit, voilà, j'ai tout découvert. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il le vire, littéralement, il le met à la retraite et commence un duel judiciaire qui va durer 2 ou 3 ans. L'ancien patron de la PJ, imaginez-vous, accusant le patron de la sûreté, c'est-à-dire on dirait aussi le DGPN, directeur général de la police nationale aujourd'hui. C'est l'équivalent. Et ça se termine par un procès où les deux hommes s'écharpent, s'injurient, chacun dans son registre, l'un en citant des auteurs latins, l'autre en l'injuriant en argot. C'est pratiquement ça. On s'aperçoit que en réalité, le patron de la sûreté a été non pas le commanditaire, mais a fait en sorte que son ami Le Ca ne soit pas poursuivi et organisé sa fuite. Et on se rend compte à ce moment-là que l'argent de la rançon qui avait été versée par les assurances a vraisemblablement servi à financer des polices parallèles. C'est pour ça que je dis que l'intégrité personnelle de Berthaud n'est pas du tout en cause, mais le fait qu'il ait mis au point des pompes à finances parallèles est à peu près attesté aujourd'hui. Eh ben, Eric Branca, merci beaucoup. On pourrait vous écouter encore de longues minutes, voire même des heures, et on se plonge vraiment dans ces histoires avec vous ce soir dans cette émission, mais dans votre livre, La République des imposteurs, chronique indiscrète de la France d'après-guerre 1944-1954, dans toutes les bonnes librairies et aux éditions Perrin, que je recommande très chaudement à nos auditeurs, et à la fois l'historien passionné de cette période, mais aussi le lecteur et féru d'histoire, il a appris beaucoup de choses. C'est amené avec beaucoup de souffle, une vraie qualité d'écriture, une vraie curiosité, une vraie mise en contexte. Et c'est un ouvrage à mettre dans toutes les mains de ceux qui veulent en savoir plus sur les couloirs troubles et sombres de la 4e République. Merci encore d'avoir été avec nous. Eh bien, merci à vous de votre invitation, Pierre Mananti. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Eric Branca d'avoir répondu à l'invitation. Et merci beaucoup Pierre Mananti d'avoir joué le jeu. Je doute pas que cet épisode sera passionnant à écouter. Et puis, tu es le bienvenu si tu souhaites renouveler cette expérience. Ben, écoute, avec plaisir. J'étais ravi de faire la e-rencontre d'Eric Branca ce soir, et j'étais sincère. J'ai lu le livre avec beaucoup de plaisir. J'ai découvert beaucoup de choses, et je sens que je vais passer beaucoup d'heures à chercher à les approfondir maintenant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, et je remercie nos auditrices et nos auditeurs de nous avoir écoutés, et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.